Voilà, on est samedi 22 mars, je n'arrive pas à dormir. Il est 5 heures du matin et dans mon lit, je commence à écrire un petit texte, une nouvelle. Et je voulais vous l'exposer. Alors dedans, il y a une part de fiction et puis une part un petit peu de vécu. Et une réflexion sur notre société. C'était en 1979. Maman était dans le salon, occupée à décorer le sapin. À travers les petits carreaux de la porte-fenêtre du balcon, j'observais la neige tomber lentement sur les trottoirs déjà blanchis de notre rue. Il y avait une douce odeur de bois dans la cheminée, mêlée au parfum des épines d'épicéa qui embaumaient la pièce. À ce moment précis, tout n'était qu'insouciance et une folle envie d'aller jouer dans la neige. Puis, attendre la fin de matinée pour plonger ma main dans le bol rempli de truffes en chocolat que ma maman venait de préparer. Je me revois dégustant les friandises chocolatées. Je m'installais confortablement dans l'épais fauteuil en velours orange pour regarder les programmes de télévision réservés spécialement aux enfants pendant les fêtes de Noël. On guérit jamais de son enfance, surtout quand celle-ci est heureuse. Des décennies plus tard, je ne sais plus sur quoi fixer mon espérance, à quoi m'enthousiasmer. Le temps a passé d'une époque où les projets et les rêves poussaient comme des champignons au mois d'automne. Aujourd'hui, j'avance dans un brouillard d'angoisse, le ciel s'obscurcit de mauvais présages. Les événements défilent devant mes yeux et je ressens intuitivement comme l'incapacité de dévier cette trajectoire néfaste. Dites-moi d'où sortent les miracles qui font basculer les destins tragiques. Quels sont les textes sacrés, les messages secrets qui font surgir des changements que l'on croyait impossibles? Doit-on toujours s'acquitter de punitions d'avoir eu autrefois des moments heureux? Hélas, les pensées magiques n'existent pas. Peut-être même que je dois me considérer comme chanceux d'avoir eu des bons et tendres moments. D'autres ne les connaîtront peut-être jamais. C'est une parenthèse apaisante. D'un coup, je sors de mes pensées et je regarde autour de moi dans la rue les gens. J'ai envie d'en interpeller certains et de leur exposer mes questions obsédantes. Font-ils le même constat ou suis-je le seul à me poser ce genre de thématique? Combien semblent épanouis, mais au plus profond de leur âme, combien celle-ci est-elle nouée de stress et d'angoisse? On se croise dans une sorte de méfiance. C'est vrai que l'humain est étrange, imprévisible et bourré de paradoxes. Une sorte d'être capable d'intelligence, mais pas fini, comme le brouillon de quelque chose en devenir. Mais on ne sait pas quoi. D'un coup me prend l'envie de faire une expérience. Me voilà à suivre une passante. Suis-je en train de virer fou? De mettre un pied dans ce qu'on appelle une déviance? Voyons, ça ne se fait pas de suivre quelqu'un d'inconnu sans raison. Je suis novice en la matière et ça doit se voir. Car cette femme s'en aperçoit très vite. Elle retourne la tête et fait une sorte de rotation avec son buste tout en avançant. Elle m'aperçoit marchant derrière elle. Et maintenant je vois qu'elle accélère le pas. J'ai envie de lui dire par télépathie non, 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 non. Ne crains rien, je suis pas de cette sorte d'homme prédateur suivant les femmes dans la rue avec de mauvaises intentions. C'est juste une expérience, juste de l'observation pour voir où est-ce que tu vas comme ça. Soudain, voilà qu'elle bifurque brutalement dans une rue perpendiculaire. Je comprends qu'elle s'est sentie suivie, alors j'espace ma distance, puis tourne dans cette rue. Je l'aperçois au loin, son pas s'est encore accéléré,
comme c'est étrange de m'apercevoir que j'ai déclenché chez elle une forme d'anxiété. Celle de se sentir pisté, peut-être même en danger. Moi qui ai un visage si doux et si bienveillant. En tout cas, me semble-t-il. Également, je comprends que d'être une femme isolée, c'est pas simple quand on a l'impression d'être traqué, de se sentir comme une proie. Et voilà, elle disparaît à l'entrée d'un bâtiment sous une porte cochère. Mon observation n'aura été que de courte durée. Finalement, je rebrousse chemin et m'en retourne vers la gare. D'ailleurs, c'est plutôt à cet endroit où mon envie d'observation aurait pu être rassasiée. C'est le lieu où se croisent des milliers de gens, voire des millions. En 2024, la gare Saint-Lazare à Paris accueillait environ 360 000 passants et voyageurs par jour. Pour bien observer, il faut pouvoir trouver un lieu où se poser, idéalement s'asseoir, tout en restant dans un endroit stratégique au milieu de la foule. Mais voilà, la gare Saint-Lazare a bien changé. Elle a subi une rénovation complète de son infrastructure. Cela aura pris plus de 10 ans et fut achevé en 2012. Fini les petits passages et les vendeurs itinérants au milieu de la foule qui posaient ici ou là des tables de bar. On pouvait s'installer le temps de manger un sandwich et assister au spectacle de la foule se précipitant frénétiquement comme un banc de sardines vers différentes destinations. À gauche, les trains de banlieue. À droite, les trains à longue distance. Direction la campagne, la Normandie, Le Havre, Caen, Rouen, Cherbourg. Et dire que certains font ce trajet tous les jours de la semaine, aller travailler à la capitale comme on dit. Plus d'1h30, allez. En tout, 3 heures pour se déplacer par jour. C'est le temps que l'on met pour se retrouver à Marrakech en prenant un avion en partance de Paris. Bon, je sais, ce raisonnement est absurde, mais celui qui, de sa Normandie, prend le train direction Paris pour justifier de son salaire, a dû bien des fois se poser la question de toutes ces heures perdues à se déplacer. Mais nous sommes des êtres conditionnés, domestiqués. Certains diront civilisés. C'est comme ça. C'est une programmation inculquée dès l'enfance. En tout cas, pour ma génération. On a tous peur de la précarité, de l'exclusion, de ne plus pouvoir capter l'argent. C'est devenu comme notre oxygène. Sans lui, on meurt. Avec lui, plus que jamais, on a l'impression de nous sentir en sécurité, accéder à une vie prospère, même si c'est une illusion parfois. Mince, mais il y a bien dans cette foule de plus de 360 000 individus, juste une seule personne qui a quitté sa trajectoire sociale. Cette personne étrange, celle qui illustre une anomalie, le déviant, le mouton noir, celui qui, un matin, se dit « Stop, je vais quitter tout cela. C'est insupportable. J'en peux plus de mon quotidien, de la pression, du harcèlement administratif, fiscal, des trahisons, des séparations, des faux amis, d'un travail pénible, sans évolution possible, et attendre une illusoire retraite dont je verrai jamais la couleur. Refuser de ne plus vouloir être l'esclave, le prisonnier d'un système qui perdure depuis des millénaires. Et se jeter dans l'inconnu, sauter sans filet, tout plaquer, pour partir refaire sa vie à partir de zéro. Mais est-ce seulement possible? Et si oui, combien de ces idéalistes fous ont trouvé leur Eldorado? Ça y est, mon train arrive en quai. Je suis le mouvement, me voilà emporté comme un automate sans cervelle par la foule vers le quai numéro 9, en direction de Cergy-Pontoise. Vite, je me presse, il faut au moins trouver une place assise. Adieu, mes envies de révolution, de faire un doigt d'honneur au système. Celui-ci est trop puissant, il est trop fort, plus fort que moi, il finit toujours par gagner. Moi aussi, je regagne le troupeau, et mes pensées libertariennes et contestataires
n'auront été que de courte durée finalement.